Agnès, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Euh, voilà. Bonjour à Agnès. toutes et à tous. Merci de m'avoir rejoint pour ce temps partagé ensemble. Je voudrais dire un grand merci au Club Édouard VII, à Bruno et à Stéphane qui permettent de rendre possible, de rendre les conditions possibles de cet échange entre nous. Alors, on parle beaucoup en ce moment du monde d'avant et du monde d'après. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un autre monde, de ce monde qui est en fait une jonction entre les deux, qui est ce monde intérieur. Alors, ce monde intérieur, c'est ce monde où tout est paisible, parce que précisément, il ne dépend pas de l'extérieur. C'est donc notre vie intérieure. Nietzsche nous invitait déjà à faire de notre vie une œuvre d'art. Alors, quelques mots avant de commencer mon exposé. Alors, pardon pour ceux qui me connaissent déjà, il y aura du bis repetitam, mais ils savent aussi que les paroles qu'ils vont entendre vont résonner différemment parce que tout dépend du temps, du moment où l'on entend et où on accueille ces paroles. Je suis donc conseil en développement personnel depuis 15 ans. Je suis installée depuis 2 ans, donc bien avant en fait la pandémie, dans le Poitou, dans la maison familiale que vous voyez derrière moi, où j'exerce et je travaille entre Paris et le Poitou. Alors, le développement personnel reformule une sagesse ancestrale qui veut dire avoir la vie bonne, devenir des êtres meilleurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie mieux se connaître, être fidèle à soi-même et se regarder autrement. Et en fait, la pratique que moi je propose, c'est un éclairage de l'intérieur à partir de votre histoire. Comme lorsqu'un photographe prend une photo, il veille à ce que l'éclairage soit correct pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Il en va de même de ce travail de développement intérieur par une introspection. Alors pourquoi en cette période troublée, j'ai souhaité en fait transmettre encore plus que jamais ces clés, ces enseignements, ce caractère vital d'être soi. Parce que cet art d'être soi, il est précieux, il est essentiel. On nous parle tellement de choses essentielles en ce moment, mais être soi, c'est essentiel, c'est vital. Et être soi, ça signifie d'abord mieux se connaître. Comment être soi si on ne sait pas qui l'on est, d'où l'on vient et où l'on a envie d'aller? Nous sommes la personne, vous êtes la personne la plus importante de votre existence. Il est donc majeur de veiller sur vous, de prendre soin de vous, parce que vous réaliserez tout au long de cette conférence que tout dépend à chaque instant de nous. Chaque personne est unique. Nous avons tous une vocation personnelle, un talent particulier à développer pour nous accomplir pleinement. Philosophes et scientifiques ont longtemps pensé que les émotions et la raison, où on place traditionnellement la mémoire, fonctionnaient différemment. L'émotion était alors considérée comme une pollution de la pensée. Aujourd'hui, les nouveaux outils des neurosciences permettent au contraire d'affirmer que les émotions, elles sont nécessaires au fonctionnement cognitif. Des chercheurs de Harvard ont même démontré que voir l'avenir avec confiance augmentait l'espérance de vie. Alors en quoi, me direz-vous, les émotions influent-elles sur la mémoire? Eh bien, il faut savoir qu'on retient mieux les événements émotionnels que les événements neutres. Autrement dit, une personne qui est d'une nature triste, eh bien, elle va se rappeler davantage les événements tristes que les événements heureux. Et c'est ainsi, c'est comme 1 + 1 = 2. C'est inhérent à l'inconscient de la personne, on n'y peut rien changer. Et surtout, un chapitre bien
l'unicité de chaque personne qui est liée à son histoire de vie. Anaïs disait, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Donc ça ne sert à rien de vouloir lutter contre, se dire ça n'est pas possible. À un moment ou à un autre, ça vous reviendra dans la vie par une situation, par une personne, par une réaction, ça va vous revenir en boomerang et vous serez encore plus malheureux et vous serez encore plus en difficulté. La deuxième, le deuxième moyen d'être soi, c'est de rester fidèle à soi-même. Quand on scrute nos pensées, on va saisir que dans celles-ci se nichent beaucoup de préjugés, de jugements, de valeurs, de croyances ou d'injonctions avec lesquelles nous ne sommes peut-être plus nécessairement en accord aujourd'hui. Moi, s'il y a 3 ans, on m'avait dit « Agnès, tu vas vivre et travailler à la campagne », j'aurais dit « Oh là là, direction Sainte-Anne, vous êtes tous ma boule, c'est pas possible ». Je suis la première stupéfaite de la manière dont je vis. Ça a touché une partie de moi-même qui est liée à mon histoire, qui fait que ça fait tellement sens pour moi d'être ici, que tout s'est réorganisé de manière complètement différente. Et notamment, Bruno parlait tout à l'heure du virtuel, que tout le monde en avait marre du virtuel. En fait, moi, ce virtuel, je l'aime. Je l'aime parce qu'il me permet de retrouver et d'être en lien avec les personnes que je vois moins souvent, que je voyais moins souvent depuis 2 ans. Donc, vous voyez bien que une même situation résonne différemment suivant l'histoire de la personne, de là où elle en est précisément au moment où elle vous parle et du lieu où elle vous parle. Donc, je reviens à nos pensées. On peut s'apercevoir en travaillant dessus qu'on peut s'affranchir des pensées limitantes. On peut même s'en libérer. Et en s'en libérant, doucement, pas à pas, on laisse une place pour mieux nous recentrer et revenir à nous. Pour vivre en accord avec notre être profond et nous accomplir en vérité. Car nous ne changeons pas fondamentalement, c'est un leurre, c'est une illusion de croire que nous pouvons changer. En revanche, ce qui change, ce sont nos choix de vie. Et à ce moment-là, nous modifions notre comportement pour nous ajuster. Et c'est cela l'intelligence émotionnelle. Car la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons libérer notre mémoire émotionnelle des empreintes liées au passé, c'est-à-dire du souvenir qui est lié à une situation, à une personne, à un comportement ou à un lieu. Je vais vous citer un exemple. J'accompagne un jeune entrepreneur, ça fait à peu près 4-5 séances, il a une trentaine d'années, et au bout de la 5e séance, quand la confiance est établie, je lui dis, mais vous savez, appelons-le Alain, on va arrêter. On va arrêter parce que vous monologuez. Vous n'écoutez absolument pas ce que je vous renvoie. Donc, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Je peux être d'aucune utilité, puisque moi, mon travail consiste à vous renvoyer quelque chose. Et là, j'entends, parce qu'il n'est pas en visio, c'était en audio, je l'entends me dire, je suis bouleversée, et je suis en train de voir, j'ai 15 ans, et maman et ma sœur sont en train de m'attaquer, de me dire que je ne suis pas un bon garçon, que je ne ferai rien de ma vie. Et là, je lui ai dit, stop, on fait un arrêt sur image. En quoi ce que je vous dis fait que vous m'identifiez à votre mère et à votre sœur? Je ne vais pas développer plus loin, mais de cette association qu'il a faite, on a pu travailler dessus et lui montrer que je n'étais ni sa mère ni sa sœur, et que donc cette image qu'il avait nécessairement, à chaque fois que quelqu'un lui renvoyait une phrase qui venait le heurter, il avait cette image de ses 15 ans qui venait se mettre en écran comme un filtre et donc le bloquer, l'empêcher d'avancer. On n'a fait plus qu'une seule séance après et maintenant, il avance tout seul. Il n'a plus cette image bloquante de sa mère ou de sa sœur qui lui disait
qu'il ne réussirait à rien, qu'il n'était bon à rien. Ça parce que l'entourage familial, alors il ne s'agit pas de juger, tout le monde fait de son mieux, mais à ce moment-là, les injonctions de son environnement familial venaient absolument perturber et bloquer son raisonnement. C'est aussi la raison pour laquelle souvent il est préférable, même ponctuellement, de pouvoir travailler avec quelqu'un d'extérieur, un professionnel, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas un ami, un proche, parce que la personne, elle est bien sûr bienveillante, mais elle est neutre. Donc, elle peut se permettre d'aller heurter la personne parce qu'elle sait dans quelles conditions elle le fait. Moi, on m'a souvent demandé, mais comment vous faites, pourquoi vous avez fait, qu'est-ce que vous avez comme garantie, qu'est-ce qui peut me garantir que… Alors, je peux garantir de rien parce que je suis dans l'humain. En revanche, quand je suis passée de mon ancien métier de communication à ce travail d'accompagnement, j'ai choisi, et je le remercie encore le docteur Christophe André de m'avoir accompagnée pour savoir effectivement comment faire et comment savoir à un moment donné que j'ai une personne qui est en réelle souffrance psychologique et que moi, ce n'est pas mon métier, qu'à ce moment-là, je le dirige vers un psychologue ou vers un psychiatre. Moi, mon travail, c'est de le réaligner avec lui-même. Vous voyez bien, on a tous une grille intérieure. On a tous une grille intérieure, une échelle de valeur qui va varier au cours du temps. On n'est plus la même personne à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Oh, vous allez me dire, oui, mais elle enfonce des portes ouvertes. Oui, mais pas de, je ne vous parle pas de la personne extérieure, je vous parle de la personne intérieure. Et si vous saviez combien on pense, on se dit, je la connais telle personne, je la connais telle personne, je pense que vous avez tous fait la même expérience que moi depuis ces confinements respectifs. On est stupéfait de comportements, d'attitudes de personnes que l'on croyait connaître. En fait, c'est déjà tellement difficile de se connaître soi. Alors, comment on va aller se permettre de connaître quelqu'un d'autre? Donc, vraiment, l'idée, c'est de mieux se connaître, parce que quand on va mieux se connaître, alors on pourra s'autoriser à être soi-même. Donc, c'est important de pouvoir les lever, ces freins, de lever ces barrages. Et on s'aperçoit en fait que les émotions, elles viennent manifester le caractère profond, intime et personnel de la mémoire. Et donc, important que vous reteniez que la mémoire n'est pas qu'une somme de souvenirs, elle obéit à des affects personnels. Connaissance de soi et mémoire sont donc intrinsèquement liés. Et donc parfois, nous avons besoin d'un regard extérieur pour reconnecter les fils, le fil intérieur et le fil extérieur. Alors, comment, me direz-vous, fait-on concrètement si on ne veut pas, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, enfin pour des tas de raisons, on ne va pas consulter quelqu'un? Alors, il y a quelques clés que vous pouvez faire tout seul. La première, c'est de rester conscient. Ça veut dire quoi rester conscient? Ça veut dire que souvent, on ne voit même pas nos réticences à l'acceptation d'être soi. Chaque fois, par exemple, que nous nous agaçons face à un comportement, chaque fois que nous nous justifions face à une remarque, chaque fois que nous nous énervons face à un échec, prenez conscience de ce qui se passe en vous. Parce que à ce moment-là, en général, vous êtes en train de vous dire non, cette situation, cette relation ne me convient pas ou ne me convient plus. Et donc, la deuxième clé, c'est de se dire oui. Ah, ça paraît simple de se dire oui. S'entraîner tout simplement à dire oui dans sa tête. Les choses, elles ne se passent pas comme je le pensais. Elles ne se passent pas comme je le souhaitais. Mais dans un premier temps, du moins, ne pas tenter d'éviter, de nier, de minimiser. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, avaient pour habitude, entre eux, de s'encourager eux-mêmes à cultiver une certaine distance à l'égard de leurs états d'âme. Si une idée te gêne, reconnais-la et examine cette idée.
voyez, c'est le principe de, il y a l'idée, l'effet, la personne et l'effet émotionnel que produit une réaction intérieure. Et c'est cette réaction intérieure qu'il est important de pouvoir isoler de manière à pouvoir regarder de manière la plus objective possible la situation, la personne, le comportement. La troisième clé, c'est la situation présente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de partir en arrière, de partir dans des ruminations d'injustice ou alors tout de suite en avant, en invoquant des préjudices, en invoquant des récriminations. On se noie alors en soi-même. On n'est plus du tout présent à ce qu'on vit là, maintenant. Nous sommes vendredi 9 avril, il est 9h25 et ce que l'on vit est propre à ce que l'on vit aujourd'hui. Ne pas exagérer, ne pas dramatiser, revenir toujours dans le contexte de la situation pour se dégager de ses peurs. Car le but de l'acceptation de soi et donc de la réalisation de soi, c'est de revenir à la réalité de la situation. J'ai une patiente qui me dit « Oh, moi, je passe mon temps à dire « Je m'excuse, je suis désolée ». Elle est en train de prétendre à un poste de manager. Elle dit, mais je pourrais jamais être manager, je suis toujours en train de m'excuser. Elle me dit, mais c'est mon éducation et je ne sais pas dire autre chose que je m'excuse, pardon, je vous prie de m'excuser. Et je lui dis, quels fruits aimez-vous? Elle me dit, les fraises. Alors je lui dis, la prochaine fois que vous avez envie de dire excusez-moi, dites, j'aime les fraises. Alors elle me regarde et elle me dit, ça n'a pas marché votre truc. Et elle revient 3 semaines après, elle me dit, c'est incroyable. Je me suis entraînée avec mon compagnon, mes enfants, je dis, j'aime les fraises. Et elle dit, à ce moment-là, je m'aperçois que je souris alors que d'habitude, je suis tendue. Et du coup, en face, ils sont beaucoup plus détendus aussi. Ils comprennent que quand elle dit, j'aime les fraises, elle veut être tranquille ou il y a quelque chose qui ne va pas et ils s'adaptent. Et du coup, elle a pris maintenant son nouveau job. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle dise j'aime les fraises à son N+1, mais elle se le dit intérieurement. Et du coup, elle vit maintenant son poste. Elle me dit, mais c'est fabuleux. J'ai pu avoir mon poste de manager parce que j'aime les fraises et que je me suis dit intérieurement, j'aime les fraises. C'est vraiment pas extrêmement compliqué. Hein. Chacun utilise des phrases comme ça, des petites phrases, parce qu'elles lui ont été transmises par quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui l'a aidé à un moment important. Moi, j'ai une personne qui m'a dit un jour, et pourtant, hein, c'est un homme important, enfin, une position sociale, il me dit, vous êtes mon doudou intérieur. Je dis des choses que je ne dis même pas à ma femme. Voilà, c'est ça, cette espèce d'endroit où là, on sait qu'on est en sécurité. Alors, je vais vous parler encore une fois de moi. Vous êtes encore la personne que je connais la mieux, même si j'en apprends tous les jours. J'ai cette hypersensibilité plus, qui fait qu'effectivement, longtemps, j'ai eu l'impression d'être complètement décalée, à part, différente, parfois même, pourquoi pas, folle. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était une force, que c'était une qualité, de toute façon que j'étais ainsi et que je ne pouvais pas être autrement. Et du coup, c'est d'ailleurs avec ce trait de caractère qui est ma personne pratiquement tout entière, qui fait que je rentre directement en relation avec la personne, j'en ai fait un métier et c'est ce qui fait ma particularité parmi effectivement tous les accompagnements qui peuvent exister un peu partout. C'est mon empreinte, c'est ma patte. La quatrième clé, c'est ne pas accepter, aussi le passé. Accepter le passé. Car si notre passé s'impose aussi fort, de manière aussi puissante dans nos émotions lorsque l'on vit une situation très difficile, c'est que nous ne l'avons pas accepté. Lorsque l'on dit qu'on fait la paix avec son passé, ça ne signifie pas qu'on a réussi à l'oublier, tout simplement parce que ce n'est pas possible. On sait aujourd'hui que la mémoire, le cerveau n'oublie rien. Il garde tout en mémoire comme un disque dur.
alors autant nettoyer les souvenirs douloureux de leur charge émotionnelle en travaillant sur eux de la même manière qu'on travaille sur les peurs. La quatrième clé, c'est l'importance du pardon. Le pardon est la plus grande des clés pour se libérer du passé. Il repose essentiellement sur l'acceptation de ce qui a été. Je renonce à juger ou à détester. J'accepte et je recommence à vivre. Tant que je serai en vie, j'entreprendrai de vivre. Et tant que j'entreprendrai, tantôt j'échouerai, tantôt je réussirai. Notre monde et ses habitants sont parfois décevants. Et alors, c'est peut-être pour nous aider à mieux apprécier tout ce qui ne l'est pas autour de nous. De pardonner à ce moment-là ces fausses routes, ces erreurs, ces errements. Car l'idée sous-jacente dans le pardon, c'est que la peine extérieure n'avance en rien et ne résout rien. Ces raisons de pardonner, elles sont impérieuses et elles concernent cette autre vie, cet autre monde dont je vous ai parlé en introduction, c'est-à-dire la vie intérieure qu'on nomme aussi la vie de l'âme. Et pour moi, il en est une qui transcende, qui est transverse à toutes ces clés dont je vous ai parlé, c'est la compassion. La compassion, c'est un remède puissant à toutes les blessures. Car, mes amis, toutes ces blessures sur la réalisation de soi, sur le mal que l'autre peut nous faire, sur ces déceptions à répétition, sur ces difficultés à s'accomplir, elles ne sont au fond que des blessures ou des déceptions au regard de l'amour et du lien. Tous nos chagrins sont des chagrins d'amour avec un petit ou un grand A. Et les seuls remèdes qui vaillent sont aussi des remèdes d'amour. C'est pour cela qu'Henry Thoreau, dans son journal, écrivait « Il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage. Aimer davantage. Pas forcément la même personne, le même environnement, le même travail, le même associé, mais surtout ne jamais renoncer à aimer au-delà de ce qui nous a déçus ou fait souffrir, au lieu de ne plus vouloir aimer. Car l'art d'être soi, c'est apprendre à s'aimer chaque jour un peu plus. » Et la cloche de l'église est en train de sonner 9h30. Donc ça, c'est formidable. C'est la première fois que je fais le truc, paf, dans le tempo. Je vous remercie de votre attention. Et avant de prendre vos questions, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que je brave. J'espère très fort qu'effectivement, début mai, on pourra se retrouver en vrai. Et je propose dans une charmante demeure près de Cognac, une retraite sur l'éveil des sens où il y aura des personnes des passionnés, qui font des confitures, qui vous font découvrir le vin. Et donc, il reste encore quelques places. De toute façon, c'est limité à une dizaine de personnes. Donc, si vous êtes intéressés, vous me ferez un petit mail et je vous donnerai le lien. Et la deuxième chose, parce que je sais que parfois, on n'ose pas forcément poser les questions parce que ça nous concerne au plus profond de nous-mêmes. Sachez que je m'engage à répondre à toutes les questions que vous poserez, même après notre échange. Voilà, Bruno. Ok, super. Bah, écoute, bravo. Quel timing, c'est magnifique. Parce que j'étais garant du temps, mais en fait là, c'était super. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ton intervention. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Avant de poser des questions, moi, je pense qu'il faut être très ouvert et très à l'écoute parce que ce que tu dis ne peut pas résonner de la même façon chez tout le monde. Moi, j'ai noté des choses qui moi, on découvre, puisque finalement, c'est la phrase de Spinoza, c'est « deviens ce que tu es », quelque part. Et du coup, c'est savoir qui on est pour pouvoir être soi. Donc, c'est quand même un sacré parcours, une sacrée maturité. Écouter sa voix intérieure, c'est peut-être la meilleure des boussoles. Et puis, tu parlais de patient tout à l'heure, mais finalement, tu es une espèce de médicament, quelque part, tu vois, pour les gens. Et
Et puis bon, je pense que la plupart des gens qui sont là sont ouverts à cette bienveillance et à être heureux et puis aimer. Et ça, c'est formidable. Finalement, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'aimer et aimer les autres. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai pris ton intervention en prenant des petits mots qui me faisaient écho. Donc, je voulais juste te le partager comme ça, avec le cœur, puisque c'est la meilleure façon de ne pas se planter, hein, de parler avec son cœur. Donc maintenant, je vais poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a je vais voir dans le chat s'il y a eu des questions, ou sinon, si vous voulez poser des questions, donc vous allez dans réaction, vous faites un petit, ou alors simplement vous décochez votre micro et vous posez la question. C'est peut-être le plus simple pour relancer le débat. Il n'y a pas de questions? Alors, moi, je vois que Je veux bien témoigner, en faveur. Attendez, il y a quelqu'un qui parle. Qui est-ce qui prend la parole? C'est Marie C'est Regnault. Marie Regnault. Je voudrais Vas-y, Marie, on témoigner t'écoute. à propos de Agnès parce qu'elle a parlé du pardon. Et on a été une fois dans une réunion toutes les deux et j'ai vu rentrer dans la pièce, dans cette réunion, un homme qui m'avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal dans le passé. Et j'ai regardé Agnès et je lui ai dit, viens de rentrer dans cette pièce, un des hommes que je déteste le plus au monde. À l'époque, j'étais pas encore tellement sur un chemin de compassion. Agnès me dit, bah, Marie, tu vas passer le moment qu'on va être dans cette réunion à lui envoyer du pardon, à lui envoyer de l'amour. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu plaisantes? Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et pendant 1 heure, bah, je regardais cette personne en lui disant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À la fin, j'ai regardé Agnès et je lui ai dit, bah, écoute, je te remercie parce que ça y est, je l'ai pardonné et je ne le déteste plus. Et ça a été un truc extraordinaire. Donc, je voulais te remercier rétrospectivement parce que ça a vraiment été un moment incroyable et c'est un exercice qui est en fait relativement simple à faire une fois qu'on a passé au-dessus justement de cette haine ou de cette détestation. Et voilà. Donc, Et donc, du coup, ce travail en fait. et du coup, tu t'es senti beaucoup mieux. Ah bah clairement. Et puis surtout, à l'époque, cette personne, en l'occurrence, il aurait pu lui arriver la pire des choses. Je n'aurais jamais voulu l'aider parce que j'étais dans un tel sentiment vis-à-vis de lui que voilà. Et maintenant, je me dis, bah, s'il lui arrivait un truc, j'irais l'aider. Donc voilà. Le petit travail que m'avait fait faire Agnès, qui était en fait un énorme travail. Donc, je voulais juste témoigner de la façon dont Agnès travaille. Marie, je te remercie infiniment et effectivement, j'ai un souvenir, parce que j'ai une mémoire d'éléphant, j'ai un souvenir extrêmement précis du moment au club, quand tu es arrivée, dans ce que tu m'as dit. Et effectivement, Marie était assise à côté de moi et je l'ai vu, j'ai senti progressivement comment son visage se décrispait et comment elle posait un regard complètement bienveillant sur cette personne. Et j'en ai un souvenir absolument très puissant. Merci Marie merci de ce témoignage. Pour rebondir sur ce que dit Marie, est-ce qu'on peut considérer que du coup, elle a coupé ce lien toxique avec cette personne qui, quelque part, peut-être que cette personne ne savait même pas que Marie la détestait, mais Marie, en la détestant, avait créé un lien toxique avec cette personne qui lui pourrissait la vie. Et du coup, grâce à ça, elle a coupé ce lien toxique et elle s'est libérée. Est-ce que c'est un petit peu ce processus? Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on apprend, c'est qu'il faut distinguer un lien, une relation et une personne. Par exemple, la personne, en l'occurrence la personne dont parlait Marie, elle n'avait absolument pas conscience de la raison. D'ailleurs, peut-être elle ne le sentait même pas pourquoi Marie réagissait ainsi. Or, je me rappelle très bien de l'histoire, c'est parce que cette personne avait dit des paroles extrêmement violentes. Violentes réellement. Sauf que pour cette personne, elle pensait que bah non, c'était rien. Vous savez, c'est le fameux humour. On dit toujours, ouais, mais c'est de l'humour au 3e, au 4e degré. Bah, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Vous ne savez pas quand vous dites un mot, comment ça va résonner en fonction de l'histoire de la personne. Donc, en fait, la personne en question avait aucune idée, était à milieu de penser qu'elle avait blessé Marie. En fait, c'est Marie qui était blessée. Donc, à partir du moment où Marie a fait le distinguo entre la personne, la relation, bon, le lien, je ne sais pas quel lien elle a avec, mais au moins la relation, effectivement, Marie a compris qu'elle avait associé, par rapport au mot qu'il avait dit, une souffrance qu'elle avait. À partir du moment où elle a compris ça, ben, elle peut revoir cette personne, c'est-à-dire cette personne, elle se serait cassé la figure
dans le club 1 heure après, Marie, parce que Marie est une bonne personne, elle aurait été immédiatement auprès de cette personne, elle lui aurait fait les premiers gestes, elle aurait appelé Samuel, elle aurait complètement oublié qu'une heure avant, elle détestait cette personne. Mais si elle était restée dans cette détestation, elle aurait pu regarder cette personne et peut-être même pas faire le 18. Enfin, je ne sais pas si c'est le 18, mais enfin, elle n'aurait même pas fait ce geste-là. Ok. Mais oui, donc Et, que- c'est extrêmement. et quelque C'est pour part, ça la que c'est personne à qui je extrêmement. faisais le plus de mal, c'était moi-même, en Ben fait, voilà, c'est étant ça, dans c'est cette veine. exactement. Bien Mais oui. sûr, parce que de toute façon, l'autre, il se rendait Bah oui. absolument pas compte. Il comprenait pas. D'abord, il le voyait même pas parce que c'est dans l'inconscient. Et Marie se faisait du mal parce que cet homme, il avait aucune envie de lui faire du mal. C'était pas du tout son intention. C'est Et clair. Marie se faisait du mal. Donc, mais moi, je suis super contente que, Ouais, effectivement, ça ait eu juste cette phrase-là, bien à sûr. mettre. Très contente. Merci, Marie, de me Ben dire oui, ça. Je merci. suis très Mais surtout, moi, contente. je me souviens pas, je savais pas que je te faisais du mal, Marie. Mais Non, bon, mais, Bruno, c'est pas non, toi! mais je sais. Non, mais blague à part. Du coup, je rebondis encore sur ce que dit Marie et ce qu'a dit Agnès. Mais comment on peut finalement gérer ses émotions? Parce que c'est une clé aussi de la relation. Ça s'apprend. Ça s'apprend, mais c'est pas, comment je veux dire, c'est pas le même travail pour tout le monde. Mm. Pour certains, c'est plus difficile. Et sans vouloir trahir, enfin, parce qu'effectivement, c'est des choses extrêmement personnelles et enfin, c'est pour ça que c'est pas toujours facile d'en parler. Mais quand on a fait la préparation avec Bruno, il a été témoin parce que je me suis mise à pleurer. Bruno a été témoin de quelque chose qui m'a complètement stupéfait, mais parce que pour moi, c'était d'une violence inouïe. C'est pas moi la Or, violence, hein. On va croire moi, que c'est moi qui t'ai fait pleurer. C'est pas moi qui l'ai fait pleurer. Moi, je fais pas pleurer les filles, mais, hein. mais effectivement, Bruno n'a pas compris. Et moi, et pourtant, alors Dieu sait que, d'ailleurs, c'est mon métier, mais c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai pourtant moi aussi un superviseur, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai compris. Mais alors, du coup, ce qui est bien, c'est que ça a mis une heure à ce que je me remette d'équerre, alors avant que je fasse ce travail sur moi, ben moi, ça me pouvait mettre 2 mois, 3 mois, parce que c'était extrêmement douloureux. Et effectivement, la parole que j'ai reçue à ce moment-là, la parole et l'attitude, la personne qui s'est comportée comme ça, elle est à 1000 lieues de penser qu'elle m'avait blessée au point que je m'effondre et que je ne pouvais plus parler. Mm. Donc ça, personne n'est égal. Personne n'est égal. C'est pour ça que je fais toujours des consultations individuelles, qu'il faut qu'il y ait une confiance qui s'instaure. C'est vraiment quelque chose qui ne peut se faire que parce que la personne va pouvoir se réparer aussi quand elle sera prête. Par exemple, Marie, ça a fonctionné parce que Marie, c'est une femme, c'est une femme bonne, bienveillante. Marie, c'est une femme, une belle femme. Et donc, du coup, quand je lui ai dit ça, pouf, elle n'a même pas eu besoin d'une séance. Marie, clac, elle s'est reconnectée sur son cœur, ça a été immédiat. Voilà. Mais donc, oui, c'est vraiment, mais ça s'apprend et les clés que je vous ai données, ça peut se faire effectivement sans séance. Les séances, c'est quand on n'arrive pas tout seul ou que la situation elle est vraiment compliquée et qu'on a l'impression que la terre entière nous en veut et que la terre entière ne comprend rien. Et donc voilà, on a besoin à ce moment-là de quelqu'un qui est extérieur tout en étant bienveillant, Mm, mm. affectueux, voilà, mais Ok. neutre. J'ai j'ai une remarque dans le chat et une question. Donc, je vais vous lire la remarque et puis je vais donner la parole à Anne Bordet qui a une question très profonde et quasi philosophique. Alors, donc, Axel Marna nous dit, oui, je suis tout à fait d'accord, le ressenti négatif est associé à une colère qui nous abîme. Pardonner permet de passer à autre chose et de se sentir en paix, finalement. C'est la meilleure façon. Ben oui. Et puis,
Anne Bordet. Anne, est-ce que tu veux poser ta question ou est-ce que tu veux que je la lise pour toi? Oui, bonjour Vas-y. à tous. Je vais la question. Bonjour Anne. Bonjour. En vous entendant, en disant que j'ai retenu, moi, on a déjà du mal à se connaître soi-même, donc c'est compliqué de connaître les autres. Et en substance, c'est ce que vous avez dit. Donc, du coup, me vient une question, en fait, vivre, pas 24 heures sur 24, mais vivre avec quelqu'un en couple ou avec un autre ou une autre, est-ce que justement, c'est pas s'oublier soi? Enfin, est-ce qu'on peut ne pas s'oublier en vivant avec quelqu'un? Ah ben absolument, parce que quand j'ai voulu dire, quand je disais on ne connaît pas l'autre, ça voulait dire aussi, ça voulait dire surtout on aime l'autre comme il est. C'est ça en fait, ce que je voulais dire en substance, c'est que très souvent, quand on est par exemple en couple, on va aller chicaner pour des trucs, des machins, qui n'ont finalement aucun intérêt. On veut changer l'autre, on voudrait qu'il soit comme ci, comme ça. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer comme il est. Voilà, donc c'était ça le sens de on ne connaît jamais et pourquoi tu fais ci et pourquoi tu fais ça. Et si tu fais ci, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Et si tu fais ça, tu n'as pas vu que j'avais changé de coiffure, ça veut dire que tu ne me regardes pas. Tout ça, c'est stop. Alors, être avec quelqu'un, ça ne veut pas dire s'oublier. Être avec quelqu'un, vous savez, Alain disait, le philosophe disait, s'aimer, c'est avancer l'un et l'autre dans la même direction. Non, mais non, aimer quelqu'un, c'est pas s'oublier, c'est au contraire, c'est partager, mais c'est partager, mais en étant qui l'on est. Voilà, en étant qui l'on est. Parce que si on essaie d'être quelqu'un d'autre, de toute façon, on ne va pas y arriver. Et puis la personne, si elle est en couple avec vous, ben, elle vous aime pour ce que vous êtes. J'ai répondu à votre question, Anne? Oui, 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 c'est enfin, dans la deuxième partie, oui, sur tout ça, c'était ça ma question, c'était de me dire, est-ce que, on arrive, forcément, en fait, on va faire des concessions dans un couple. Donc, vous avez introduit votre propos en disant: «Je me suis retrouvée à la campagne, j'adore, ça y est, chez moi, je suis moi» et cetera. Je ne sais pas du tout si vous êtes en couple, mais si effectivement votre conjoint ou votre, conjointe, n'avait pas accepté ce cadre de vie, en fait, et ben, vous auriez pas pu vous retrouver. Alors, Alors ça, alors oui, je comprends ce que vous voulez dire parce que alors là encore, ça dépend. Il y a pas de règle absolue. C'est toujours un équilibre quand on est en couple, évidemment. Alors il y a des concessions, mais on trouve toujours un terrain d'entente. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous savez, être à la campagne, je prends le TGV, je suis à la Madeleine dans 2 heures. Donc voilà, c'est c'est pas forcément quand on est à deux, on va à un moment donné l'homme, enfin le compagnon, la compagne va se dire c'est important pour mon compagnon, ma compagne de faire ça maintenant, donc ben voilà, je le fais et puis c'est pas pour autant que je m'oublie. Il y a toujours un équilibre. Là où ça va pas, c'est si vous vous oubliez effectivement, si l'autre dit toujours moi je, bah voilà, c'est que qu'on soit à la campagne ou à la ville, bah, c'est qu'effectivement, vous êtes avec un homme ou une femme qui ne pense qu'à lui. Et donc, bah, il ne vous aime pas. Voilà. Aimer, c'est aussi tenir compte de l'autre. Bien sûr, il faut évidemment, c'est certainement pas s'oublier. C'est certainement pas s'oublier. Merci. Oui, c'est s'aimer en tenant compte de l'autre, mais en étant soi-même. Donc, on revient à l'art d'être soi. Donc, tout nous ramène Oui, parce qu'en à ce fait, centrage, en fait. oui, Yes. et au fait en fait, on respecte l'autre. C'est ça qui est important, parce que de toute façon, alors je reprends l'exemple d'Anne sur, imaginons que fondamentalement, parce que ça je l'entends beaucoup effectivement dans mes séances, ah oui, oui, mais ça a fait exploser les couples, ce confinement, il ne faut pas exagérer, hein. Le confinement ou la Covid, elle a fait exploser les couples qui allaient exploser. Voilà, ça a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors certes, une grosse, grosse goutte d'eau, mais moi j'ai vu au contraire des couples encore plus amoureux. J'ai vu
j'ai vu des couples faire des enfants. Enfin, il y a pas de règle. C'est ça, en fait. C'est que là, on n'est pas du tout dans l'histoire d'un concept ou d'une règle absolue. Mais l'important, c'est aussi le respect. Quand on aime quelqu'un, on ne lui veut pas du mal. On lui veut pas du mal. Voilà. Donc, être en paix avec soi, donc se réaliser, c'est aussi respecter l'autre, parce qu'on ne se met pas en colère, on ne s'énerve pas pour un rien. Et, et voilà. Et une autre chose qui est importante, c'est que rien n'est figé. C'est ça que je veux dire, c'est que ce qui est vrai à un instant T, ben, on va peut-être évoluer de manière différente. Et les couples, ça existe. Moi, on me dit, mais ça existe des couples qui durent, et pas seulement chez les gens qui ont 80 ans. Les couples, ils évoluent ensemble. C'est ça la seule. Enfin, couple qui va continuer à être heureux, c'est un couple qui avance ensemble dans la même direction. D'accord, mais Agnès, tu parles de respecter l'autre, mais respecter l'autre, c'est se respecter. Du coup, on revient encore à l'art d'être soi. Oui, Tu ne peux parce pas que souvent, respecter l'autre si tu ne te respectes pas. Est-ce que tout à fait, tu on ne est peux pas d'accord avec ça? respecter l'autre. Bah oui. Tu peux pas. Donc, pour respecter l'autre, il faut se respecter. Pour se respecter, il faut se connaître. Et donc, c'est encore, on revient sur l'introspection, sur l'art d'être soi. Donc, tout part de nous, finalement. Tout part de Sans parler d'égoïsme ou d'égocentrisme, mais tout part de nous. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande, il y a une grande une grande difficulté dans notre culture judéo-chrétienne, c'est qu'effectivement, on a l'impression que s'occuper de soi, prendre soin de soi, Hum, c'est narcissique, hum, c'est égoïste. Pas un coup fin. La première des humilités, c'est de s'aimer soi, c'est de grandir pour soi. C'est extrêmement important parce que de toute façon, tout ce qu'on aura gardé comme ressenti, tout ce qu'on aura gardé comme rancœur, ça va exploser à un moment ou à un autre. Alors ça sera catastrophique. Et c'est ça, c'est là où on respecte l'autre. Et c'est la base, enfin, c'est la base de l'altérité. C'est la base de l'altérité. Et vraiment, alors moi je sais et je m'en moque maintenant, parce que je me dis, de toute façon, c'est ça mon credo, aimer. Moi, tous les ans, depuis longtemps, je dis, je vous souhaite une bonne année, on me dit une bonne santé. Je dis, oui, d'accord, mais aimez-vous surtout. Aimez-vous. Parce que la santé, d'accord, mais si vous êtes heureux dans un palais tout seul, voilà. Et ça, on l'a bien vu, on a besoin, on a envie, on a besoin. Moi qui suis une tactile, je suis malheureuse de ne plus pouvoir toucher les gens. Alors, je peux toucher mon écran, mais ça ne fait certainement pas la même chose. Voilà, s'aimer soi, c'est effectivement respecter l'autre. C'est respecter l'autre. C'est vraiment cet échange-là. De toute façon, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous réalisez pas, vous donnez à aimer à l'autre, votre conjoint ou votre conjointe, vous lui donnez à aimer une illusion de vous-même. Donc, à un moment ou à un autre, ça va arriver dans la réalité, va s'apercevoir que c'est un fantasme, que il aime une personne qui n'existe pas, et ça n'ira pas loin. De toutes les façons, c'est voué à l'échec. Et, ouais. Bonjour Agnès, Marie-Laure Samonique à l'appareil. Donc je vous remercie déjà pour votre intervention qui était très pertinente, que j'ai beaucoup appréciée et qui en plus était pour moi un résumé justement de ce que vous venez de partager sur tout ce qui était judéo-chrétien. Et là, c'est très curieux parce que c'est une contradiction que vous venez de dire en disant que justement dans le judéo-chrétien, on n'a pas cette belle perception de nous-mêmes, alors que c'est le cœur justement du judéo-chrétien de aimer son prochain comme soi-même. Donc ça, c'est un point que les personnes ne retiennent pas, puisque c'est la première loi en fin de compte. Et la deuxième, c'est d'aimer son ennemi. Et de là, je pense que pour pouvoir aimer son ennemi, ben, si on ne s'aime pas, c'est un peu difficile. Et on touche le pardon, et ça a été complètement votre exposé. Un beau résumé, je dirais, de tout ce qui est judéo-chrétien. Et donc là, je suis très curieuse. Enfin, je suis en même temps étonnée de ce que vous venez de dire sur la perception de comment on voit le judéo-chrétien. En tout cas, je voulais partager ce point-là parce que vous êtes, en tout cas, votre
présentation était justement un bon résumé du judéo-chrétien en termes de comportement et de soi, de connaître soi. Agnès? D'accord, merci beaucoup. Mais oui, vous m'avez perdu là peut-être. Vous Oui, m'avez parce que tu as un petit problème de bande passante, mais là, ça revient. Ah, En fait, oui, ça dépend du PC, c'est vrai, mais des fois, j'ai des problèmes Ouais. de réseau. Je disais simplement que votre intervention, c'était vraiment le résumé justement du comportement, de la façon d'être dans le judéo-chrétien, c'est-à-dire d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, on ne peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas soi, et donc forcément, si on ne se connaît pas. Et le deuxième point majeur, comme on dit souvent, dans la loi de Jésus notamment, c'est que, il faut aimer son ennemi. Et donc, ça implique le pardon, et c'est toute cette transformation qui vient justement. Et donc, il y a eu une contradiction entre ce que vous venez de dire et ce que vous avez exposé, qui était vraiment un résumé du judéo-chrétien pour moi. OK. oui. Oui, alors, alors évidemment, là, c'est pas enfin, mais c'est pas le sujet, enfin, c'est pas le sujet, c'est-à-dire que ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, si on lit les textes originaux, enfin, originels des pères de l'Église, c'était ça. Après, sont les hommes, encore une fois, ce sont les hommes, les institutions qui ont fait autre chose. Mais la base de toutes les cultures, moi, j'ai travaillé à Fès au Maroc, la base de toutes les cultures, c'est l'amour. Voilà, c'est la source. C'est la source. Donc, tout part de là. En tout cas, moi dans la réalisation de soi et dans ce que je pense être effectivement, et encore plus particulièrement dans cette période que l'on vit, c'est ça. C'est s'aimer soi et pardonner à l'autre. Enfin, ça pourrait résoudre effectivement énormément de conflits intérieurs et extérieurs. Agnès, il y a Nathalie Cogis qui pose une question. Nathalie, est-ce que tu veux poser ta question directement à Agnès? Oui, bonjour à tous. Bonjour Agnès, merci. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend super bien. Ok. Alors moi, il y a un point qui m'a beaucoup interpellée. Vous avez dit les émotions sont essentielles à la connaissance. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée parce que je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui de passer par l'émotion pour apprendre, pour comprendre, que c'est un peu ce qui manque à l'école, c'est un peu ce qui manque aussi au marketing et aux entreprises. En deux mots, moi j'ai monté une agence de collaboration avec des artistes pour justement faire passer des messages et communiquer. Du coup, cette notion m'intéresse à décortiquer. Voilà. Alors, oui, parce que effectivement, on a longtemps pensé que l'émotion, alors que ce soit effectivement les émotions, que ce soit les émotions positives ou négatives, on pensait que c'était que ça servait à rien. Aujourd'hui, on sait que non seulement c'est pas vrai, mais qu'en plus elles sont une clé d'entrée. Alors particulièrement avec des artistes. D'ailleurs, s'ils sont artistes, c'est parce qu'ils accordent beaucoup plus de leur nature, c'est qu'ils accordent beaucoup plus d'importance aux émotions. Comment je vais vous dire ça? Il y a des choses, quand on arrive avec un capital génétique qui est 40%. On sait qu'à 40%, on va être fait d'une certaine manière. Mais le reste, c'est-à-dire c'est quand même beaucoup, c'est 60%, ça va être ce qu'on va apprendre. Donc effectivement, à l'école aujourd'hui, on n'apprend pas à faire attention aux émotions. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'enfants qui vont être mis de côté parce qu'on va se dire ils ne suivent pas, ils sont dyslexiques ou sinon des fois ils ont juste des troubles de l'attention. Il faudrait juste qu'on redouble d'attention. Mais les personnes ne sont pas forcément formées pour ça. Et pourtant, ce n'est pas très, très compliqué. C'est aussi se dire que l'autre, il fonctionne pas forcément comme nous. C'est ça aussi qui est important. C'est que si on veut travailler, donc si vous travaillez en marketing avec des artistes, etc., il faut que vous appreniez à les écouter.
apprendre à voir comment ils fonctionnent. Peut-être qu'effectivement, leur silence ou leur colère ou leur joie, elle signifie quelque chose de particulier. Donc, vous allez aller les interroger. On ne peut pas appliquer du marketing, ça peut pas, enfin, ça n'existe pas. Enfin, il existe peut-être un jour le marketing émotionnel, mais aujourd'hui, enfin, tel que moi je l'entends avec une cartographie extrêmement fine de dentelle, vous pouvez que gagner la confiance de la personne et puis vous parlerez de lui, vous devez être comme son miroir, comme son interprète. Donc, c'est pas du marketing, vous ne pouvez pas appliquer du marketing ou une technique de marketing, je coche la case 1, je coche la case B. Non, vous passeriez à côté de l'essentiel de cette personne. D'accord. Ma question, c'était plus, est-ce que vous pensez qu'on apprend mieux émotionnellement? Ou comment on apprend émotionnellement? Comment les émotions nous aident dans la connaissance, selon vous? C'est pas qu'elle nous aide dans la… Enfin, comment je vais vous dire ça? Elles mettent en exergue quelque chose. Si on se met, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si vous êtes… si vous vous énervez, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous vous énervez à propos d'une situation, si vous vous énervez après quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un, vous ne pouvez pas travailler avec, vous ne pouvez pas traduire ce qu'il est. Vous êtes pas, c'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. C'est comme si vous vouliez en chimie mettre deux produits qui ne fonctionnent pas ensemble. Là, je parle en termes de travail. Si vous devez être le porte-parole, l'ambassadrice, celle qui fait le marketing de cet artiste, vous devez pouvoir comprendre son mode de fonctionnement. Vous savez, par exemple, on parle souvent des autistes. Moi, aujourd'hui, dans le langage courant, on emploie alors le mot de bienveillance à tout va, alors que la moitié des gens qui disent qu'ils sont bienveillants ne le sont pas. On emploie les mots d'autisme à tout va. Bon, autiste, c'est pareil. Quelqu'un à qui vous dites, un autiste à qui vous coupez la parole ou à qui vous coupez le raisonnement, il est capable de vous foutre une baffe parce que vous ne l'avez pas respecté. Donc, c'est ça, écouter ses émotions, mais c'est aussi écouter l'autre. Moi j'ai une maman qui, pour faire Paris-Marseille, elle passe par Lille et par Lyon. Bon, je le sais. Donc, je sais que quand je lui parle, il va falloir un quart d'heure parce qu'au lieu de faire Paris-Marseille, elle va faire tout ce détour. Mais si je la coupe, ça va être terrible. Ça ne va pas être possible. Mais quand on a appris ça, c'est comme j'expliquais le raisonnement avec Bruno hier, quand on a appris, on revient à soi et on se dit, voilà, ça veut dire tout simplement ça. Bien sûr qu'on apprend, mais on apprend à les décortiquer. En fait, elles montrent, elles existent. Vous savez, émotare, ça veut dire bouger. Donc, les émotions, elles traduisent quelque chose de plus profond. C'est comme si elles étaient le porte-parole ou le porte-voix de ce que vous portez en vous. Donc, c'est important de les écouter, mais elles, comment je veux dire, elles sont qu'un miroir. Voilà, elles ne sont qu'un miroir. Elles traduisent quelque chose d'autre. Oui, mais c'est très clair. C'est important. Elles forcent à s'arrêter et à regarder quelque chose qu'on ne regarde plus ou qu'on n'écoute plus. Et je pense que c'est important dans nos sociétés où plus personne ne s'écoute. Oui, oui, c'est important. Alors, j'ai vu passer une petite phrase qui disait « c'est difficile de ne pas juger ». Oui, c'est difficile. C'est difficile, mais en même temps, après, je vous assure, on est drôlement content parce que de toute façon, on est mal après. Je veux dire, alors effectivement, on peut être énervé pour des tas de raisons, mais en plus, je vous assure, si on ne s'énerve pas et qu'on écoute l'autre, alors d'abord, moi je dis souvent, vous pouvez être étonnamment surpris parce que l'autre va vous apprendre quelque chose. Des fois, vous dites, mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire, mais ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il va dire quelque chose qui va vous intéresser. Peut-être que ça va venir résonner. Vous allez vous dire,
oui, ça, j'y avais pas pensé. Ou je n'avais pas vu ça comme ça. Ou je n'avais pas vu ça comme ça. Et on veut l'être, c'est-à-dire qu'il y a des gens, mais il ne faut pas leur en vouloir, c'est comme ça, il y a des gens qui sont… Alors, il y a aussi une autre raison, c'est ça peut-être que c'est important que je le dise, il y a des gens qui ont peur, qui pensent que s'ils écoutent leurs émotions, ils vont perdre le contrôle. Ah là 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 là. Et ça, des hommes comme des femmes, hein, qu'on ne me dise pas, c'est une histoire. Non, non, non. Il y a des gens, ils pensent que s'ils contrôlent tout, là, s'ils contrôlent tout, ils n'écoutent pas leurs émotions, là, ils vont pouvoir y aller. Hein, ça va. Mais de toute façon, ils se trompent parce qu'à un moment ou à un autre, enfin, ils se trompent. Il passe à côté de quelque chose parce qu'écouter ses émotions, c'est heureux, quoi. C'est une source. Si vous saviez que moi, ça me peine quand j'entends des gens qui me disent, qui ont 60 balais, c'est pas toi, Bruno, hein, des gens qui ont 60 balais qui me disent. D'ailleurs, j'ai dit à Bruno qu'il faisait 45 ans. Je trouve que Bruno fait. Ouais, oui, tu m'as vieilli, c'est tout. Au revoir, Arnaud. Quand j'entends un homme de 60 ans me dire. Bah, vous savez, Madame Sauvager, moi, je ne sais même pas la date d'anniversaire de mes enfants. On ne m'a jamais souhaité mon anniversaire, donc je n'ai jamais souhaité l'anniversaire de mes enfants. Bah, vous savez, je me dis, oh le pauvre, mais qu'est-ce que ça doit être triste, une vie comme ça, une vie sans amour, c'est triste. Voilà. Ok, on s'était dit 1 heure. Je crois qu'il y a Axel qui piaffe d'impatience de te poser une question. Donc, voilà votre micro. Allez-y, Axel. Bonjour, merci. Donc, je suis tout à fait d'accord et j'ai moi-même progressé sur tous tes sujets et ça apporte beaucoup de paix et beaucoup de bien-être. Je souhaite insister sur beaucoup de femmes et les plus âgées, mais aussi les plus jeunes, qui donnent de l'amour, mais s'oublient elles-mêmes dans cet amour. Et qui peuvent se retrouver à un moment, à 50 ans, à 60 ans, seuls, qui n'ont pas préparé leur vie propre. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, même si on a peu de temps, quand on a dans les 30, 40 ans, beaucoup de choses à gérer entre les enfants, les parents, son travail, il faut arriver à garder du temps pour développer son réseau, professionnel comme privé, garder du lien avec les copines, faire des activités parce que c'est vraiment préparer l'avenir et ce n'est pas à 50 ou 60 ans qu'on s'en occupe. Et ça, moi, je suis vraiment triste quand je vois des femmes qui ont tout donné et qui se retrouvent très seules, ne l'ayant pas préparé. Oui, voilà. C'est vrai, vous avez entièrement raison. C'est une forme de… Comme c'est quelque chose qui n'est pas, effectivement, c'est vrai que c'est avant tout chez les femmes qui ont 50 ans, c'est beaucoup les femmes qui effectivement portent tout l'affectif. Et quand les enfants ont quitté le nid, qu'elles se retrouvent seules et que cette partie-là, elles ont l'impression d'avoir donné et qu'elles n'ont pas été remplies. Mais c'est possible, mais c'est vrai que plus on commence jeune, plus on a les réflexes, mais ça n'empêche que c'est quand même quelque chose, ça j'ai envie de dire ça parce que c'est vrai, on peut le faire même à 50 ans, même à 70 ans, c'est pas comme une langue étrangère, on n'est pas obligé d'avoir commencé tout petit. C'est vrai que si on a commencé tout petit, c'est mieux parce que c'est naturel, mais on peut aussi le commencer à tout âge, donc, parce que c'est tellement salvateur, Ok, je me permets juste d'intervenir parce que je vois que des gens commencent à quitter, puisqu'on avait dit 10 heures, mais vous pouvez encore rester. Juste avant, pour ceux qui souhaitent nous quitter maintenant, si vous voulez prolonger les échanges avec Agnès ou participer à la retraite dont elle vous a parlé, quand j'ai envoyé le lien, j'ai mis Agnès en copie. Donc, vous avez son mail, hein, c'est contact@sauvager.fr, il me semble. Donc, n'hésitez pas à rentrer directement avec elle pour prolonger vos échanges en séance ou enfin, en tout cas, voilà, c'est la meilleure façon. Si vous avez des problèmes pour joindre Agnès, passez par moi. J'ai un accès direct. Donc, voilà. Agnès, est-ce qu'on clôt? Est-ce que tu as une phrase de conclusion? Est-ce qu'on prend encore une question? On considère qu'on a fait le tour, parce que je vois que les gens commencent à se déconnecter. Peut-être peux-tu conclure? C'est comme tu veux. S'il y a une dernière… Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Je respecter le timing.
C'est bon? Il n'y a plus de questions. Moi, je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je voulais juste dire que tous nos membres ne sautent pas sur l'occasion pour qu'on leur organise un webinar, mais à chaque fois qu'on organise un webinar pour un de nos membres, c'est toujours un plaisir dans la préparation, dans l'échange, parce que, voilà, comme l'a dit Agnès, on apprend plus des autres que de soi et on se connaît encore plus au contact des autres. Et juste pour prolonger, quand tu disais en début d'année, on se souhaite une bonne santé, on se souhaite aimez-vous, mais surtout faites de belles rencontres. Donc la vie, elle est faite de rencontres. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, que moi j'avais pris beaucoup de plaisir à construire cette intervention, à y participer, et que voilà, on a toujours, ce qu'on dit au Club Édouard VII, on a toujours le sentiment qu'après, que ce soit un webinar ou une conférence autour d'un invité inspirant, on ressort toujours plus riche. Donc voilà, moi je suis sorti plus riche, j'ai reçu mon salaire. Ça, c'était me concernant et concernant le club. Non, je te laisse conclure ton intervention, chère Agnès. Eh bien, écoutez, moi, je vais dire aussi une chose du même ordre. J'ai fait, lorsque je passais mon oral de Sciences Po, on me disait il n'y a de richesse que d'hommes. Et il m'aura fallu 30 ans pour comprendre que, effectivement, le beau métier, c'est de transmettre de l'amour. Et c'est le métier que je fais. Et je trouve que c'est très, très beau de donner de l'amour aux autres. Voilà. Donc, merci à tous de votre participation. J'espère vous comptez nombreux parmi cette retraite. Je te remercie énormément, Bruno et Stéphane, de m'avoir permis de faire cette rencontre avec vous. Voilà, je vous embrasse et je vous aime. C'est un plaisir. À bientôt tout le monde. Pour ceux que je connais, je vous embrasse. Pour ceux que je ne connais pas, je vous embrasse aussi. À bientôt. À très vite, en Zoom ou dans le monde réel, qui sait. Et voilà, les gens disparaissent comme ils sont apparus tout à l'heure en même temps. Voilà, c'est la fin. Il est temps de nous séparer. Agnès, t'es partie ou tu es encore là? Ah ben non, Agnès est partie aussi. Alors, à bientôt.